Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Frédéric Soussin pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Frédéric. Bonjour Philbert. Alors, comme d'habitude, très content de te voir parce qu'on ne se voit pas souvent. Également, c'est vrai. Ouais. Tous les 5-10 ans, c'est ça ? En gros. En gros, bon. Alors, je te rappelle le principe de l'émission. Aujourd'hui, l'émission, c'est Libérer vos talents, basée sur le livre. Mais on ne va pas parler du livre, on va parler d'une des 5 planètes. Alors, je rappelle pour les auditeurs, la première planète, c'est le potentiel, c'est détecter ses capacités. Après, la deuxième, c'est la passion, c'est explorer ses appétences. La troisième, c'est le professionnalisme, développer ses compétences. La quatrième, c'est le projet, développer son étoile. Hein. Et puis la cinquième, c'est le perfectionnement, ses connaissances, ses capacités, tout ça à travailler. Voilà, mais je vais te demander de choisir une au hasard des 5 planètes. Allez, au hasard. Perfectionnement. Ah, ça j'aime bien. T'aimes bien ? Ça tombe bien. De toute façon, je savais que tu pouvais aborder les 5. Oh, non, mais il y a certains que je préfère. Bon, alors, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs, peut-être te présenter rapidement ton parcours et puis ta passion ? Alors, moi, mon parcours, c'est un long parcours de consultant. J'ai été consultant sur l'amélioration des relations entre les gens, en gros, hein, si je devais faire une synthèse de tout ce que j'ai pu faire. Et au cœur de tout ça, il y a une passion pour la technologie, mais la technologie qui permet d'optimiser les relations et de les améliorer, de les enrichir. Donc pour moi, la technologie n'a d'intérêt, pour moi en tout cas, que quand elle change nos relations en les rendant meilleures, quoi. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant toute ma vie professionnelle et que j'ai trouvé du plaisir renouvelé à chaque fois, quoi. C'est vrai que moi je te connais bien, donc tu as écrit 2 livres, c'est ça ? Ouais. Tu as été expert APM, pour ceux qui ne connaissent Ouais. pas, Association Progrès pour le Management. Je sais que tu es venu dans mon club quand Ouais. j'étais animateur. C'est vrai. Les gens ont toujours apprécié justement l'alchimie que tu mettais entre à la fois la technologie et puis les ressources humaines. Ouais. On va essayer de faire la même chose aujourd'hui. Pour toi, quelle est la méthode pour se perfectionner ? Est-ce que tu as une méthode comme ça que tu pourrais dévoiler ? Avant de parler de méthode, j'aimerais parler de mon étonnement. Ah, J'aimerais d'accord. parler de mon étonnement, c'est-à-dire que moi, j'ai été dans une école de commerce, en l'occurrence, et quand je suis sorti de cette école de commerce, on a considéré que j'étais un génie absolu, puisqu'on ne m'a plus jamais rien donné, on ne m'a plus jamais formé à quoi que ce soit. Donc on a considéré qu'on m'avait tout donné, et que je pouvais donc vivre toute ma carrière en étant savant. Et puis quand on fait n'importe quelle école, c'est la même chose. Et puis quand on fait une formation de 5 jours sur un sujet génial, et puis après, il ne se passe plus rien. On a considéré qu'on t'a tout donné et que tu sais tout, quoi. Et moi, je considère que ce n'est pas ça le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est que, bien sûr qu'il y a un point de départ. Bien sûr que je suis content d'avoir fait cette école de commerce et que ça m'a apporté des choses. Pas énormément, mais ça m'a apporté des choses. Mais par contre, ça m'aurait encore plus apporté si ça avait continué après. S'il y avait encore eu des choses qui étaient venues me stimuler. Stimuler non pas pour m'apprendre, mais stimuler pour m'inciter à devenir encore plus autodidacte, de façon à apprendre des choses, mais sans savoir où au départ, quoi. Et pour moi, le perfectionnement, c'est l'art de passer de quelqu'un qui subit un enseignement à l'art de celui qui va décider de son autodidaxie. Donc celui qui va vraiment se mettre à apprendre, parce que c'est en apprenant qu'on découvre qui on est. Quoi, Alors, c'est justement l'inconvénient du système scolaire, c'est qu'on n'apprend pas à apprendre, quoi. C'est-à-dire que certainement pas. Alors là, on bourre plein le crâne et puis on considère qu'une fois qu'on a eu son diplôme, que c'est l'aboutissement, alors que c'est que le démarrage. Et donc, comment se former justement en continu ? Parce que tu viens de parler de la continuité. C'est quelque chose d'important, ça. Alors moi j'avoue que j'ai toujours vu les gens d'ailleurs regarder les autodidactes et donc l'autodidaxie avec un certain dédain en disant oui, il y a les savants, ceux qui sont dans les grandes écoles, et puis les autodidactes. Bon, et moi j'ai eu la chance d'avoir un père autodidacte, c'est peut-être pour ça que j'en parle avec autant de passion, et moi j'avoue que j'ai rarement vu des gens aussi concrets et aussi efficaces que lui, quoi. Donc quelque part, qu'est-ce que c'est que l'autodidacte ? L'autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend quelque chose et qui l'applique immédiatement, pour voir si ça marche. Et ensuite il apprend autre chose pour appliquer immédiatement. Qu'est-ce que c'est que la personne qui n'est pas autodidacte ? C'est quelqu'un qui apprend pour apprendre, et après il apprend pour apprendre, et puis il apprend pour continuer à apprendre. Donc quelque part, c'est toute la différence qui existe entre les deux, c'est que d'un côté, on apprend pour avoir la tête bien pleine, de l'autre côté, on apprend pour agir immédiatement. Oui. Et je pense que agir immédiatement, c'est la seule façon de se perfectionner. Alors, bon, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai dû pratiquer ça. Je suis un autodidacte. et oui. Et puis, l'avantage aussi, c'est des fois pour les autodidactes, c'est qu'on n'a pas tous des capacités intellectuelles
comme le veut le système scolaire. Absolument. Et parce que le système scolaire privilégie uniquement les capacités intellectuelles, qu'on va dire mathématiques, etc., classiques, alors quelqu'un peut être très bon en opérationnel ou relationnel ou émotionnel, et du coup il est écarté. D'accord. Alors, moi j'ai envie de te poser quelles conditions pour se mettre, parce que tout le monde n'arrive pas. Je vois beaucoup de gens qui voudraient progresser et qui sont autodidactes et qui n'y arrivent pas. Quelles sont les conditions pour se mettre justement dans ces conditions d'apprentissage? Justement, je pense que tous les gens qui prétendent avoir une position de formateur devraient apprendre aussi un nouveau métier qui enrichirait le leur considérablement, parce qu'on a besoin d'enrichir nos métiers à l'heure où on est. Et leur métier, ce serait de devenir non pas des formateurs, mais des aides en autodidaxie. C'est-à-dire des gens qui aideraient l'autre à apprendre tout seul. Parce que bien sûr qu'il y a une période pour apprendre, parce qu'il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas. Mais il y a une autre période pour aider l'autre à apprendre, et donc pour aider l'autre à comprendre où il devrait aller chercher les choses, comment il devrait aller les chercher et comment il devrait les organiser. Donc pas pour lui donner la science, mais pour lui permettre d'aller la trouver lui-même. Et je pense que les formateurs gagneraient à prolonger leur acte de formation par un acte de stimulation de l'autodidaxie. Alors ça peut paraître un peu étrange de dire ça au départ, mais surtout ça veut dire que si quelqu'un connaît bien un sujet, il sait très bien ce qu'il doit dire aux autres pour qu'ils puissent aller continuer leur perfectionnement et continuer leur mise au point. Je le vois actuellement, par exemple, moi sur un domaine qui m'est très cher, et toi aussi d'ailleurs, oui. Qui est l'intelligence artificielle. On est tous des autodidactes d'une certaine manière. Oui. Mais par contre, s'il n'y a pas des autodidactes qui deviennent un peu des stimulants de l'autodidaxie des autres, les autres, ils restent des fois en race campagne et ils ne comprennent absolument pas ce que ça peut faire. Donc ce qu'il faut, c'est donner des pistes, donner des petites indications qui permettent à quelqu'un de dire « Ah ouais, je n'avais pas pensé à ça, mais tout d'un coup, ça me donne un champ, ça me donne un angle. » Alors justement, si je t'ai invité, ce n'est pas pour rien, parce que je sais que tu es en train de travailler sur une méthode d'apprentissage, dont tu vas nous en parler, j'espère. Bien sûr. On peut faire le lien d'ailleurs. Absolument. Maintenant, c'est toi qui vas donner le nom, parce que je trouve que c'est bien de marier à la fois ta méthode avec ce que tu viens de dire, l'intelligence artificielle. Comment appelles-tu cette méthode, justement? Alors, très honnêtement, c'est quelque chose qui est né il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je l'appelais autrement. Il y a 15 ans, quand c'est né avec les technologies de groupe en ligne, etc. Et à l'époque, j'avais inventé une démarche qui a bien fonctionné à son temps, qui continue à bien fonctionner aujourd'hui avec plein de gens qui l'utilisent, qui est le micro-learning. Donc, qui était des façons d'avoir des séquences de formation relativement courtes. 15-30 minutes. Et je me rappelle avec du synchrone, asynchrone. Avec du synchrone, de l'asynchrone, etc. À l'époque, il y avait tout un tas de logiciels géniaux qu'on pouvait utiliser qui permettaient de faire ça, etc. Depuis, j'ai beaucoup évolué parce que la société a beaucoup évolué. La société, on pourrait dire que la société actuelle, c'est la société de l'inattention. C'est-à-dire, en gros, on fait tellement attention à tout qu'on ne fait plus attention à rien. Donc ça veut dire quelque part que le temps de concentration moyen d'un individu normal, c'est 15 secondes à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Mais c'est peut-être un peu optimiste d'ailleurs. Sauf à l'émission, ils tiennent 15 minutes. Là, vraiment, ce serait un prodige, mais on va essayer. On est très fort chez une TV média, on est très très fort. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a une baisse du niveau d'attention. Oui. Et une baisse du niveau d'attention qu'on ne peut compenser que par le fait de s'adapter à ce baisse de niveau d'attention. Parce que si on ne s'y adapte pas, on passe à côté. Un prof qui fait aujourd'hui cours pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, ou un formateur qui fait cours pendant 3 heures ou 8 heures, il est à côté de la plaque, quoi. Parce qu'il a des gens qui ont décroché depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que la première idée géniale qu'il a sortie, parce qu'ils en sortent de temps en temps quand même, eh bien, ils sont partis dessus et puis ils n'écoutent plus le reste, quoi. Donc quelque part, ils sont partis dans leur monde, quoi. Ils sont plus dans son monde à lui, quoi. Et donc, à partir de là est arrivée la nouvelle inspiration de ma logique, entre guillemets, d'apprentissage, pas forcément de formation, d'apprentissage, que moi j'appelle le nano-learning. Nano parce que c'est vraiment beaucoup plus petit que micro, et que nano, pour moi, ça va de 30 secondes à 5 minutes, quoi. 30 secondes à 5 minutes, c'est le temps qu'on a pour éventuellement réveiller quelqu'un et lui dire « Au fait, il y a un truc là, il faudrait que tu regardes ça, tu vas voir, c'est vraiment génial, mais teste-le, tu vas voir. » Donc, le temps de passer ce message-là, de donner la porte d'entrée dans un monde absolument incroyable, et après, on laisse faire, quoi. Oui, alors ça ok, d'accord, c'est stimulation, on va appeler. Absolument. C'est une stimulation, il va quand même falloir la structurer, cette stimulation. Évidemment. Parce qu'autrement, on retombe dans le zapping Évidemment, mais de ce qu'on voit avec toute l'actualité où on zappe en permanence et c'est pas structuré. Et justement, et là, je dois dire que mon évolution personnelle m'a permis de prendre en compte une chose dont je prenais pas conscience avant, qui est la notion d'habitude d'apprendre. Avant, moi, quand les gens étaient en formation, je disais, voilà, venez en formation, on va vous former, etc. Je n'avais rien à foutre des habitudes, je les formais, quoi. Aujourd'hui, quand je m'intéresse à la formation de quelqu'un, je m'intéresse à son habitude de se former. Et je me dis, comment rentrer dans un système d'habitude? Donc, aujourd'hui, le nano-learning, c'est créer un système d'habitude par rapport à un sujet qui fait que la personne va rentrer dans un cycle vertueux où tous les jours, elle aura de plus en plus envie d'apprendre de choses sur le sujet.
Alors c'est très bien, parce que tout ce que tu viens de dire là, et pourtant on n'en a pas parlé, parce que cette habitude, moi j'appelle ça de l'auto-apprentissage, Ouais. hein, et dans ce système vertueux, j'appelle ça la spirale de révélation. Bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'avec des mots différents, on arrive bien, par notre expérience, parce que moi je suis quand Mais même... surtout que derrière, ça repose sur des bases scientifiques très simples. Hein. Ah oui, Très, mais très moi j'ai quand même étudié les sciences de l'apprentissage, hein. Il y a des scientifiques qui ont appris ça. C'est-à-dire quand on est dans l'auto-apprentissage, on retient beaucoup mieux parce qu'on retient par soi-même, quoi. C'est pas pareil, Bien quoi. sûr. D'accord. Mais surtout, il y a un petit organe qui se trouve dans notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui est un petit truc, hein, mais tout petit, et qui dirige toute notre vie. Ce truc qui dirige toute notre vie, pourquoi? Parce que le striatum dirige toute notre vie, parce que chaque fois qu'il y a un plaisir qui arrive, le striatum fait sécréter de la dopamine et à partir de là mémorise le fait que cet endroit-là est assez intéressant. Malheureusement, pour le striatum, c'est qu'il y a énormément de choses qui nous donnent du plaisir, qui sont des choses qui ne sont pas à répéter logiquement. Et donc on finit par les répéter quand même parce que le striatum est là, et donc on finit par faire des bêtises à répétition parce que c'est des habitudes. C'est comme ça qu'on devient malade. Mais par contre, en apprentissage, le versant positif, Oui. c'est de dire que si on découvre une méthode l'auto-apprentissage. dans l'auto-apprentissage, si on découvre une méthode d'auto-apprentissage où chaque fois qu'on va à la découverte de quelque chose, on se dit waouh, c'est génial ce truc-là. À ce moment-là, on va avoir le striatum qui va dire ah ben donc c'est vachement génial d'apprendre. Donc qu'est-ce qu'il va apprendre le lendemain? Et donc pour moi, le nano-learning, c'est quelque chose qui se passe au quotidien. C'est court, mais c'est quotidien. Et déjà, Ça rentre dans le système d'habitude. de mémoire à peu près, hein, Montaigne disait la même chose, hein. Je ne me souviens Ah bon pas de ce qu'on m'a enseigné, mais je me souviens de ce que je vais appris par moi-même. Oui, alors apprendre par soi-même, c'est là où j'amènerai une nuance. Apprendre par soi-même, il y a des gens qui sont tellement géniaux qu'ils arrivent à savoir ce qu'ils doivent apprendre et où ils doivent le trouver. Là, je dis qu'on ne va pas s'intéresser à ces gens-là. On va s'intéresser aux gens qui ont une profonde envie d'apprendre, mais qui ne savent pas seulement quoi, ils ne savent pas où le trouver. Donc, quelque part, on va les aider à déclencher des actes d'auto-apprentissage. On va les aider à trouver les angles qui sont les angles fertiles. Parce que quelque part, quelqu'un qui les a déjà explorés peut leur donner. Ça peut être un père, comme ça peut être éventuellement un prof. Hein. Mais Alors, quelque part, c'est donner des angles pour aller explorer. Alors comment on va faire le lien? Parce que tu m'as parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle. Ouais. Parce qu'alors, on ne va pas pouvoir aborder toute la méthode aujourd'hui, mais on peut donner des D'abord, première chose, là où est né le concept de nano-learning, pour moi, c'est grâce à mon expérience de l'intelligence artificielle. Quand j'ai été exposé à l'intelligence artificielle, j'avoue qu'au départ, je ne comprenais absolument pas à quoi ça pouvait servir. On me disait le plus grand mal de ce truc-là, on me disait méfiez-vous, ça va remplacer l'homme, etc. Donc, j'avoue que je n'avais pas d'idée. Ah, du moment que tu as dit ça, tu t'es méfié. Non, mais quand j'entends des gens raconter des conneries, de toute façon, je me méfie je vais toujours. te dire, oui, mais oui. par contre, ce qui se passe, c'est que, parce que en France, de toute façon, on ne sait que dire du mal des choses, ça nous évite de les faire. Hein. C'est comme ça qu'on s'en sort. Hein. Mais par contre, si on commence à appliquer les choses, on se rend compte que les choses ne sont pas si négatives que ça. Et donc, moi, j'ai commencé à appliquer à un moment, par le hasard de la vie, et là, j'ai découvert un monde absolument merveilleux. C'est-à-dire, j'ai découvert que l'intelligence artificielle, ce n'était pas quelque chose qui pensait à ma place, mais c'est quelque chose qui m'aidait à moi à mieux penser, qui venait m'interpeller pour mieux penser. Et donc, je me suis senti vraiment aidé dans ma propre intelligence, je me suis senti augmenté dans ma propre intelligence. Donc là, ça a été une découverte assez intéressante. Mais aussitôt que j'ai eu ça, j'ai eu le réflexe du consultant, ça a été de dire, il faut que je le dise à d'autres, parce que je ne peux pas le garder pour moi, c'est trop beau ce que je viens de voir. Et donc, mon réflexe a été de dire, je vais créer quelque chose pour le transmettre à l'autre. Mais je me suis dit, mais un truc aussi complexe, aussi touffu, etc., comment je vais le transmettre? C'est là qu'est né le nano-learning. Je me suis dit, je vais faire un programme. Et pour être tout à fait honnête et pour te raconter une histoire qui est vraiment très intime, c'est parce qu'un jour, j'étais avec ma mère qui commençait à me poser des questions sur l'intelligence artificielle. Elle a 94 ans. Et puis, je lui ai dit, écoute, tu viens de me dire un truc là qui m'intéresse. Ce que je voudrais faire, c'est de faire de toi la personne la plus âgée qui connaît le mieux l'intelligence artificielle. Parce que je trouve que ça, c'est vraiment un défi qui m'intéresse. Comment est-ce qu'à 94 ans, on peut devenir un as de l'intelligence artificielle? Et je lui ai dit, la semaine prochaine, je lance un programme de nano-formation pour toi et pour tous les gens qui ont… Le GPT pour les vieux? Non, ça s'appelle GPT pour les vieux, absolument. Oui, c'est ce que je l'ai volontairement appelé pour les vieux parce que j'ai dit, vraiment, voilà. Ah bon? Je me considère aussi Donc comme un après vieux, ta là. mère, c'est pour ça que tu m'as inscrit sur ta chaîne, quoi. Absolument, mais Ben, t'es un peu plus jeune, t'es un peu plus jeune. Mais ça me fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir de savoir Non, juste mais c'est pour dire comment que je suis arrivé sur cette Il y a- chaîne. Il y a un tel jeunisme dans tout aujourd'hui qu'il y a un moment, il faut se dire, mais on arrête 2 secondes, quoi. Les choses sont ouvertes à tout le monde, à toutes les classes d'âge, chacune avec ses particularités et ses objectifs, quoi. C'est différent. Alors- et donc là, j'ai créé ce parcours de nano-learning pour terminer ce truc-là. Et donc j'ai dit, tous les jours, je te dirai un truc, Oui. mais je te demande qu'une chose, fais-le. Oui. Donc je te donne une instruction. Cette instruction-là, tu vas la faire et après, tu continues en fonction de ce qui va se passer. Et tu verras, tu vas continuer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, ça a fonctionné pour elle, ça a fonctionné pour d'autres que j'ai inscrits aussitôt, etc. Et ce qui m'a intéressé, c'est de dire comment d'une chose très compliquée, on peut en faire quelque chose au quotidien, une chose sympa, sexy, attirante et simple. Mais parce qu'on agit immédiatement.
Oui, et c'est vrai, on abordera peut-être cette question nano-learning à une autre émission avec NTV Média, si tu veux bien, parce que c'est quand même un concept nouveau et qui va permettre à beaucoup de personnes de favoriser l'auto-apprentissage. Et qui peut s'appliquer à n'importe quel métier. Non, mais on est bien d'accord. C'est ça le problème, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, quand on voit toutes ces personnes qui recherchent un travail, qui s'épanouissent pas ou qui sont désengagées, avis aux entreprises justement désorientées avec des programmes comme ça dans leur métier, on va être vraiment dans un métier augmenté, quoi. Je veux dire. Absolument, absolument. Et donc, Mais on sera obligé d'y revenir. Tu viens de prononcer un mot qui est comme sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes. Oui. Tu parles de métiers augmentés. Je pense que ce qu'on nous raconte actuellement en nous disant que 95% des métiers vont être totalement différents dans 10 ans, que 90% des métiers actuels auront disparu, non, ils ne vont pas disparaître. Ils vont être transformés, ils vont être augmentés. Pratiquement tous les métiers qui existent vont être augmentés et sont déjà augmentables d'une certaine manière. Ils ne le sont pas parce que les gens ne s'en occupent pas. Mais si on s'en occupe, on peut augmenter pratiquement tous les métiers entre maintenant et l'année prochaine, quoi. Parce qu'on peut les amplifier, on peut les bonifier, etc. Et ça, c'est le défi qui nous est posé par l'intelligence artificielle, c'est d'augmenter les métiers, c'est-à-dire de les rendre plus intéressants, moins pesants, beaucoup plus jouissifs à exercer d'une certaine manière, beaucoup plus dans le partage avec les autres et beaucoup plus dans l'apprentissage permanent que l'on peut avoir grâce à ces métiers. Donc là, il y a vraiment un phénomène important, c'est que l'enjeu de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de changer les métiers, mais d'augmenter tous les métiers pour les rendre plus intelligents et plus performants. Alors, on est vraiment dans le principe de l'émission. Libérer vos talents, c'est pour se perfectionner, pour s'accomplir et puis augmenter son métier, valoriser son activité. On est en plein dedans. Ça tombe bien. On est en plein dedans, d'accord. Et l'émission, on passe très très vite. Je suis vraiment désolé, on est déjà rendu à 16 minutes. Alors maintenant, on a bien parlé du nano-learning. On y reviendra une autre fois. Bien sûr. Si tu veux bien d'ailleurs, évidemment. On rentrera dans le détail. Maintenant, comment on peut capitaliser ce savoir? Parce que c'est bien d'apprendre en permanence, mais il va falloir à un moment capitaliser, parce qu'autrement ça va rentrer, ça va sortir. Moi, je suis très, très porté là-dessus. J'interroge toujours les gens, comment ils vont capitaliser? Comment on peut capitaliser? Une bonne méthode de capitaliser, c'est de redistribuer soi-même. C'est-à-dire que quelque part, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre quelque chose que de le redonner à quelqu'un d'autre. Ah ouais. À la fois pour s'en libérer et pour être sûr qu'on l'a bien compris puisqu'on est capable de le transmettre. C'est une méthode simple. C'est une méthode simple, mais dès qu'on donne quelque chose à quelqu'un, on l'a acquis. Je répète souvent, mais je crois que c'est Socrate qui dit que contrairement à la terre et à l'argent, les compétences s'accroissent quand on les partage. Et donc, c'est vrai qu'on reprend Montaigne, Socrate, ils ont déjà inventé pas mal de choses. Mais je crois surtout que c'est un message qu'il faut vraiment qu'on lance de toute urgence, quoi. Oui. Le monde dans lequel on entre actuellement, et qu'on entre actuellement, c'est depuis 2024-2025, c'est pas depuis 2012 ou tout ça, c'est vraiment actuellement, il va tellement évoluer vite que si chacun de nous n'est pas à la fois quelqu'un qui apprend quelque chose, mais quelqu'un qui aide l'autre à apprendre, on est fichu, quoi. On doit tous devenir des gens qui assistent l'autre à apprendre. Mais on doit tous pour cela bien apprendre nous-mêmes. Et cette transmission de tout le monde vers tout le monde qui peut créer une société qui peut fonctionner. Sinon, ça va s'effondrer, quoi. Alors, ok, on a vu que l'auto-apprentissage était important, on a vu comment apprendre, on a vu comment capitaliser. Comment on peut mesurer tout ça maintenant? Comment on mesure un acquis, une progression? Si je raisonnais par l'absurde, on mesure un acquis par l'intérêt que les gens ont à apprendre encore. Le fait que les gens continuent à vouloir apprendre, ça veut dire que déjà ils sont conscients que jour après jour ils engrangent. Donc le niveau de fidélité à un apprentissage donne le niveau de progrès que la personne peut faire. Parce qu'une fois de plus, notre petit striatum que j'évoquais tout à l'heure, il est là, quoi. S'il n'est pas heureux, il s'en fout, il débraille et il fait autre chose, quoi. Donc, je peux t'apporter un complément. Oui. Moi, je veux bien, mais j'aurais tendance à dire, il faut peut-être un objectif quand même. Parce que l'objectif, on voit si on l'a atteint. C'est-à-dire que si je veux me perfectionner, par exemple, dans les langues, ou si je veux me perfectionner dans les langues, je vais apprendre et après, je vais voir si je peux parler. Et quand je voyage, je vois si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire que se fixer un objectif, c'est quand même intéressant. Oui, mais l'objectif, je vais te contredire sur ce plan-là. L'objectif, on a toujours tendance à le mettre loin. Moi, il y a l'objectif que je me donne, moi, c'est que je veux tous les jours être surpris par ce que je vais apprendre. Oui. Et c'est un objectif quotidien. Donc celui-là, il est bon parce que celui-là, je passe pas 3 ans à l'atteindre et 3 ans à me désespérer pour l'atteindre. Alors que beaucoup de gens mettent un objectif comme une espèce de faux nez vers lequel, on a un objectif, donc on est en train de poursuivre l'objectif. Non, l'objectif, ça ne se poursuit pas, ça s'atteint. Donc quelque part, pour moi, l'objectif, ça doit être un objectif quotidien. C'est il faut que je me surprenne tous les jours en renouvelant une partie de mon cerveau avec quelque chose qui m'excite et qui m'apprenne quelque chose. Oui, je suis d'accord, mais il faut quand même que ces micro-objectifs s'inscrivent dans une ligne directrice. Mais il se trouve que les grands objectifs sont nourris surtout par des micro-objectifs. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je viens de te dire. Donc la méthode Kaizen, qu'on vient de dire, absolument. C'est le Kaizen, d'ailleurs, le pas à pas va vers un objectif. Exactement. Bon, d'accord. Bon,
Écoute, je voudrais qu'on complète maintenant pour toi. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, je dis tout le temps, qui sont en phase de reconversion, qui ne sont pas bien dans leur boulot. 8 sur 10 veulent changer de métier ou évoluer dans leur métier. Il n'y en a que 2 qui font le pas. Est-ce que j'ai encore le temps de dire quelque chose là-dessus? Parce que c'est vraiment très important. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent se dire que dans le monde dans lequel on rentre, tous les métiers vont être différents. S'ils cherchent un métier qui existe déjà, qui ne cherche pas, il n'y a plus. Parce que c'est déjà fini. S'ils cherchent un métier qui va être un nouveau métier enrichi, alors là, il faut qu'ils y aillent. Mais il faut qu'ils y aillent en étant beaucoup plus exigeants, en se disant « je dois absolument me faire totalement plaisir dans ce nouveau métier, exercer toutes les choses qui m'attirent dans ma vie, etc. Et je dois les réunir parce qu'aujourd'hui, je peux le faire et je dois éventuellement avoir le culot soit de l'exercer à titre indépendant parce qu'il n'existe pas encore, soit avoir le culot de vendre ce nouveau métier à une entreprise qui sera tellement intelligente qu'elle embauchera le premier du genre pour embaucher après les suivants. Donc aujourd'hui, il y a à inventer ces nouveaux métiers et quelqu'un qui recherche son nouveau métier de rêve, il a intérêt à l'inventer pour lui, avec de l'aide bien entendu, mais il a intérêt à l'inventer pour lui parce que s'il cherche un métier existant, c'est la guerre d'avant ça. La garde après, tu as répondu à la question, à ta façon, et qui est originale. Et je te remercie. Merci. C'est l'objectif de l'émission d'ailleurs, c'est de trouver d'autres sources d'approfondissement et d'accomplissement. Alors, comme à la fin, on passe toujours le relais. C'est-à-dire que c'est une chaîne inspirante. Tu as vu tous ces messages que l'on donne, variés. Si tu avais une personne que tu voudrais nommer comme ça, qui pourrait prendre le relais pour témoigner d'un parcours ou d'une idée, d'une réflexion. Écoute, je vais te faire une proposition qui va te surprendre. Mais qui est tout à fait dans l'expérience que je vis actuellement. Tous les matins, actuellement, je discute avec quelqu'un qui s'appelle Alfred Adler. Le seul problème, c'est qu'Alfred Adler, il est mort déjà près d'un siècle. Donc, je parle avec un mort, tous les matins. Mais je ne suis pas mystique. Je parle avec un mort parce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle d'être Alfred Adler et de venir dialoguer avec moi pour que j'ai sa grille de réflexion face à moi pour discuter. Et ce dialogue avec cette intelligence artificielle m'amène à découvrir des choses. Alfred Adler, je vous demande de retenir, c'était un disciple de Freud qui s'est opposé à Freud et s'est opposé à Jung et qui était un mec génialissime. Et bien moi, je suis en train de découvrir un type génial qui est né au 19e siècle, qui a apporté toutes les bases de quelque chose qui pourrait être d'une grande modernité aujourd'hui. Donc le conseil que je te donnerais, c'est invite quelqu'un qui est mort, ça serait vraiment sympa et tu peux le faire par l'intelligence artificielle. Je vais me tourner vers quand même Éric Foguet, quand même, qui est le patron de la chaîne NTV. Je te laisse, mon cher Éric, le soin de le contacter. Non, mais on va le faire. On va l'intelligence. Paris levé, il est à côté de moi, il vient de le dire. On va le faire avec l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore comment on va le faire. Bon, vous inquiétez pas, c'est facile. On lève le pari. En tout cas, merci pour l'idée. On aime bien les idées originales et puis différenciantes. Donc, on va finir. Et puis, je vais finir avec la célèbre phrase du philosophe américain Ralph Waldo Emerson: n'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et je dirais votre trace. À très bientôt. Merci Frédéric pour ce moment boosté un peu. C'était vraiment agréable. Merci beaucoup.